je vais tout de suite enchaîner et inviter professeur Carole Delporte à venir vous parler d'un sujet passionnant qui sont les pingouins. Plus exactement, ce qu'on appelle les protocoles de population, c'est un thème fascinant en algorithmique répartie. Il y aura un colloque le 12 avril, ça n'a pas encore été annoncé, où les experts mondiaux d'algorithmique répartie vont venir parler des problèmes ouverts dans le domaine. Donc, ils vont non seulement parler du blockchain, mais d'autres problèmes d'intelligence artificielle distribuée, etc. Le 12 avril. Donc, sans attendre, j'invite Madame Delporte à venir vous parler de cela. Bien, merci beaucoup Rachid de m'avoir invité pour conclure cette série de cours et de séminaires sur l'algorithmique répartie. Et moi, je vais vous parler de protocoles de population. Donc, on s'est beaucoup intéressé dans cette série de cours à la calculabilité. Donc, quand on est avec un ordinateur unique, on a un modèle classique qui est les machines de Turing. Et une machine de Turing, ça permet de savoir exactement ce que peut calculer un ordinateur et ce qu'il ne peut pas calculer. Donc, dans ces cours, Rachid vous a montré, avec un ensemble de machines, donc il a appelé un gros système ou un petit système, qu'est-ce qu'on pouvait calculer. Donc là, on a des machines, dont chacune d'entre elles a la puissance d'une machine de Turing, et qui échangent des informations, soit par un système de passage de messages, soit par de la mémoire, et elles communiquent entre elles, donc soit en envoyant des messages, soit en écrivant dans des registres. Mais on avait supposé que beaucoup de choses étaient connues. On avait supposé qu'on savait combien on avait de machines. On a supposé aussi qu'on savait quand une machine avait envoyé le message à une autre machine. On a supposé que chacune des machines, des processus, avait des capacités de machines de Turing. Et donc, c'était un système très fort, mais dans lequel on luttait contre des pannes plus ou moins compliquées. Et aussi, on avait le problème de l'asynchronie. On ne connaissait pas les vitesses relatives d'une machine par rapport à une autre machine. Et donc, dans ces systèmes-là, Rachid vous a montré qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui étaient possibles de résoudre et certains autres problèmes qui étaient impossibles de résoudre. Donc, moi, je voudrais m'intéresser à un autre problème. C'est je n'ai pas toute cette capacité mémoire. Alors, comme il vous l'a expliqué Rachid une fois, parfois il y a des choses qui sont d'abord faites en pratique et puis ensuite les théoriciens s'en emparent et regardent la puissance du système. C'est un peu la démarche qui est faite ici. Donc vous avez des capteurs, des petits capteurs qui ont une capacité limitée. Vous allez par exemple en équiper des... Alors, ça a été popularisé par les travaux de Hapness et d'Anglwin. L'exemple qu'il a pris, c'est des populations de pingouins. Donc vous avez ces capteurs qui sont attachés à ces pingouins et puis qui peuvent mesurer des choses, par exemple leur température. Et puis ces capteurs, donc, ils se déplacent avec les pingouins. Ils n'ont pas une capacité très importante, mais quand ils sont suffisamment proches l'un de l'autre, ils peuvent communiquer. Et donc on obtient un réseau de ces capteurs. Et la question, c'est avec le réseau de ces capteurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et est-ce qu'on peut caractériser exactement ce qu'on peut faire? Donc là, ces capteurs, ils ont une mémoire finie. Ils ne sont pas capables de stocker une infinité de choses. On va avoir des limitations sur la mémoire. On ne connaît pas combien on a de capteurs. On a pu en équiper certains pingouins, mais pas forcément tous. Et puis la communication, elle va se faire de manière limitée. Je ne vais pas avoir la possibilité d'envoyer un message à tout le monde, d'écrire quelque chose disponible de tout le monde. Donc je peux simplement communiquer quand je suis proche, et je ne vais pas pouvoir choisir non plus avec qui je communique. La communication va se faire au hasard des rencontres d'un capteur avec un autre capteur. Donc je reviens sur mes hypothèses. Ma mémoire est finie. Je ne connais pas le nombre d'agents, le nombre de pingouins sur lequel il y a un capteur. Comme la mémoire est finie, je ne vais pas pouvoir avoir d'identifiant unique. Parce qu'avoir un identifiant unique, ça supposerait pouvoir sur chaque capteur mettre un entier, une valeur qui donne un identifiant à ce capteur. Et pour ça, il me faudrait une mémoire de plus en plus grande suivant le nombre de capteurs que l'on a.
Sur ma mémoire, qu'est-ce que je peux mettre? Eh bien, je peux mettre un état fini. Donc là, par exemple, mon pingouin, je l'ai équipé d'un état fini bleu. C'est l'état du capteur, son état est bleu. Et je vais pouvoir mettre un programme. Je vais pouvoir lui dire, eh bien, voilà ce qu'il va falloir faire. Donc ça, je peux le stocker dans ma mémoire. Alors, la communication. Donc la communication, on peut le faire quand deux... Alors je vais parler d'agents plutôt que pingouins maintenant, dorénavant. Quand deux agents sont suffisamment proches l'un de l'autre. Donc là, vous avez deux agents, l'un porte l'état bleu, l'autre l'état rouge, et puis ils se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, il peut y avoir une interaction entre les deux agents. Donc le programme va dire, eh bien, voilà ce que fait l'interaction. Vous avez l'état bleu et l'état rouge. Quand ils se rencontrent, eh bien, on obtient un état vert clair et un état vert foncé. Donc l'interaction se passe, et après, chaque agent va vivre sa vie et vers d'autres rencontres. Donc ma question, c'est que peut-on calculer avec ce système? Donc par exemple, je veux sauver les pingouins. Je veux pouvoir détecter si le capteur va détecter si un pingouin a de la fièvre ou pas de fièvre. Et ce que je veux faire, c'est mettre tous les pingouins dans un état d'alarme si au plus 5 d'entre eux ont de la fièvre. Si au plus 5 d'entre eux ont de la fièvre, il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc je veux les mettre dans un état d'alarme. Donc j'ai un capteur de température. Et suivant que le pingouin a de la fièvre ou pas, eh bien, le capteur va devenir bleu ou va devenir vert. Donc vert, pour moi, c'est de la fièvre. Donc mon état initial, c'est bleu ou vert. Mon état final, c'est soit alarme, soit pas d'alarme. Et j'ai donc un certain nombre d'états avec lesquels je peux jouer. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va essayer de collecter le nombre d'agents qui ont de la fièvre. Donc ça, dans un état. Donc on va collecter 0, pas de fièvre. 1, il y en a de la fièvre chez un pingouin. 2, chez 2 pingouins. 3, rouge, chez 3 pingouins. Violet, chez 4 pingouins. Et puis 5, c'est l'alarme, c'est l'étoile où là, tout va mal. Donc je vais essayer de faire cette collecte. Donc je peux changer d'état quand je suis assez proche. Donc mes changements d'état, ça va être quoi? Eh bien, si il y a deux agents qui se rencontrent, un bleu, un vert, eh bien il reste l'état bleu, l'état vert. Par contre, si deux agents qui ont de la fièvre se rencontrent, eh bien un des deux va porter l'information qu'il y a deux agents qui ont de la fièvre. Et donc on va passer l'état rose et l'état bleu. Et puis ensuite, eh bien, si vous avez deux agents qui portent l'information qu'il y a deux agents qui ont de la fièvre, eh bien, vous allez passer à 4 agents qui ont de la fièvre. Et ainsi de suite. Et puis s'il y avait 5 agents qui avaient de la fièvre au début, eh bien, la collecte va se passer, va se propager tout doucement, et on va arriver à l'état d'alarme. Une fois qu'on a l'état d'alarme, eh bien, l'état d'alarme se répand à tous les animaux, à tous les agents. Donc là, j'ai écrit un certain nombre, il y a bien d'autres transactions. Toutes les rencontres sont possibles. N'importe quel état peut rencontrer n'importe quel état. Là, et puis aussi, la rencontre symétrique se passe. La rencontre verte et un rouge, donc 1 et 4. J'ai aussi la rencontre rouge d'abord et vert ensuite. Donc j'ai écrit seulement un sous-ensemble des transactions qui peuvent se passer. Donc là, on est passé. Donc on a un état de la population. Donc pour moi, ça, c'est la population, c'est l'ensemble des agents. Et donc, j'ai dit que tous les états 0, 1, 2, 3, 4, tout va bien. Donc la sortie de chaque agent dans ces cas-là, c'est tout va bien, tout est bon, c'est OK. Et la sortie de l'étoile, c'est ça va mal, c'est l'état d'alarme. Donc j'ai une population, et avec la valeur initiale qu'il a pris avec son capteur de température. Et puis, dans cette population, chaque agent a une idée de la sortie. Pour l'instant, tout va bien. Tous les agents pensent tout va bien, c'est OK. Et puis, des rencontres se font. Donc là, j'ai 2 verts qui se rencontrent, ça me crée un rose. Et puis là, la sortie, encore tout va bien. Chacun des états correspond à tout va bien. Et puis ensuite, eh bien, j'ai une rencontre qui passe à rouge. Et à partir de là, tout va toujours bien. Et à partir de là, il ne peut plus rien se passer. Et quelle que soit la rencontre, on reste dans cette configuration-là où tout va bien. Et puis un autre exemple, eh bien, on était parti avec un peu plus d'animaux malades. Et donc, au début, tout allait bien. Tout allait bien encore quand les roses se sont créées.
Tout allait bien encore quand le rouge s'est créé, mais là, on a pu avoir une rencontre qui a fait passer à l'état d'alarme. Et donc là, on se trouve dans une configuration où certains agents pensent « OK, ça va mal », alarme, et d'autres, par contre, tout va bien. Et puis avec cet état, eh bien, l'état d'alarme va se répandre et on va atteindre la configuration où alarme pour tout le monde, et à partir de là, il ne se passe plus rien. Donc voilà comment se passe une exécution. Je vais être un petit peu plus précise sur la manière dont se passent les exécutions. Donc je vais essayer de voir ce que je peux calculer et comment je peux calculer. Donc j'ai ma population, chacun équipé d'un capteur, et toutes les rencontres sont possibles. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'une configuration initiale, eh bien, plusieurs rencontres, beaucoup de rencontres vont être possibles, et je vais en choisir une d'entre elles. Donc à partir de celle que j'ai choisie, à nouveau, toutes les rencontres sont possibles et je vais en choisir une d'entre elles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, j'ai une exécution à partir de ma population à l'état initial, et bien j'ai l'exécution au cours du temps, et j'atteins la configuration qui est là-bas. Alors, si je vais quand même imposer des choses, si j'ai quelque chose qui est possible, eh bien, là, j'avais plusieurs choses qui sont possibles, j'en ai choisi une, j'en ai évité d'autres. Et puis à l'état suivant aussi, à l'état suivant aussi. Donc je peux avoir comme ça, évité une infinité de fois quelque chose qui était possible. Dans ce cas, je vais quand même imposer que mon exécution, si quelque chose est infiniment souvent possible, ça va se produire. Je ne dis pas que ça se produit, que si quelque chose est possible, ça se produira au bout d'un temps quelconque, je dis un jour ça se produira. Donc si par exemple j'ai un pingouin qui est dans l'état violet et un état qui est dans l'état vert, eh bien je sais qu'un jour, je ne sais pas forcément tout de suite, mais un jour dans mon exécution, ils vont se rencontrer et je vais pouvoir mettre dans un état d'alarme. Donc j'impose ça, que si quelque chose est infiniment souvent possible, ça se produira et je l'aurai dans mon exécution. Donc, c'est écrit sous une manière un peu plus savante ici. C'est tout état de la population qui est possible d'atteindre infiniment souvent est atteint. Donc, un graphe complet de communication, toutes les rencontres sont possibles, et quelque chose qui est possible infiniment souvent, je le fais. C'est très faible comme condition d'équité. L'autre chose, c'est la stabilisation. Alors, on a vu souvent dans les algorithmes que Rachid a présentés, des algorithmes qui se terminent. Alors, je sais, ça se voilà, et le micro se faisait la malle en même temps. Mais il grésille, je ne sais pas si c'est bien de l'avoir accouché. C'est mieux comme ça ? Parfait. Donc, dans ce qu'on vous a présenté avant, sauf dans l'exposé de Sébastien Tixeuil, il y avait un état de terminaison. On terminait. On avait quelque chose, on avait décidé, on avait la valeur, on avait fini, on pouvait rentrer chez soi. Ici, ça ne va pas être le cas. Et puis, ce n'était pas le cas aussi dans l'autostabilisation. Dans l'autostabilisation, on va vers un état, et l'état est peut-être terminal, mais individuellement, chacun des agents ne le sait pas. Donc la stabilisation, l'idée, c'est qu'on va atteindre un état dans lequel la sortie ne change plus. La sortie est atteinte et ne change plus. Alors, dans les exemples qu'on a vus précédemment, on partait d'une configuration, on avait des échanges et on atteignait une configuration dans laquelle il n'y avait plus d'évolution possible. Chaque agent avait comme sortie OK. Dans le deuxième cas, on est parti d'une configuration et puis il y avait beaucoup d'agents qui avaient de la fièvre, donc on atteignait une configuration alarme. Dans la configuration alarme, elle ne changera plus jamais. À la limite, en configuration alarme, chaque agent sait qu'il a atteint l'état terminal. Mais si on regarde d'un peu plus près la première, en fait, il pourrait y avoir quelques pingouins qui étaient partis sur la banquise, dont certains avaient de la fièvre. La population a évolué, et puis un jour, les pingouins qui étaient sur la banquise, ils reviennent avec l'ensemble de leurs congénères, et puis là, on trouve qu'il y a de la fièvre, et tout part en état d'alarme. Donc jusqu'au troisième élément, un agent pensait que tout allait bien, tout était OK, mais dans la suite, il est passé en état d'alarme, ou alors tout va bien, tout est OK, et on est tous ensemble là, et la vie est belle. Donc il n'y a pas cette notion
on termine, et quand on a terminé, on a fait un certain calcul. On va stabiliser vers quelque chose, et c'est cette manière-là qu'on va avoir de calculer avec les protocoles de population. Donc je vais un peu préciser mon modèle. Donc j'ai des entrées et des sorties. Mon entrée, c'est est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est de la fièvre? C'est mon capteur qui va le réaliser. J'ai ma sortie, est-ce que c'est bon? OK, ou est-ce que c'est l'alarme? J'ai un ensemble fini d'états, là, tous mes petits ronds de couleurs différentes, donc Q0, Q1 jusqu'à Q5. J'ai une fonction qui, à l'entrée, associe un état. Donc, à la fièvre, j'associe un état Q1 et pas de fièvre, l'état normal, l'état Q0. Je n'ai pas le droit de faire plus. Je n'ai pas le droit de distinguer plus les pingouins comme ça. J'ai une entrée fièvre et je n'ai pas le droit de dire celui-là de la fièvre, il s'appelle 1, celui-là de la fièvre, il s'appelle 2. Tout, je dois associer à une entrée une seule valeur. J'ai la sortie. Si c'est l'état Q5, c'est l'alarme, alors je déclenche l'alarme, sinon OK. Et j'ai ma fonction de transition, mon programme, qui à chaque couple associe un autre couple. Et là, c'est un couple. Si les indices sont inférieurs à 5, alors je vais passer il y en a un qui prend toute l'information. Et par contre, si c'est supérieur à 5, alors c'est l'alarme qui se déclenche. Je vais avoir besoin donc, qu'est-ce que je veux calculer? De représenter l'entrée. Donc, pour représenter l'entrée, je vais compter le nombre d'agents qui sont dans un état de fièvre et le nombre d'agents dont l'entrée est normale. Donc, je vais avoir mon entrée, ça va être simplement, j'ai I agents avec de la fièvre et N-I agents normal. Et je vais faire pareil pour la sortie. Donc, j'ai un couple qui représente la sortie de la valeur à laquelle doit stabiliser ma population, et je veux avoir J agent alarme et N-J agent OK. Et donc ma spécification, qu'est-ce que je calcule? Eh bien, je veux calculer une certaine relation entre les entrées et la sortie. Moi, la relation que je veux calculer, c'est s'il y a plus de 5 agents qui sont de la fièvre, je veux passer dans un état alarme. Donc je vais calculer comment. Il faut que mon programme fasse se stabiliser le calcul. Donc je calcule si je stabilise. Et quand j'ai atteint la stabilisation, je veux ma relation entre mes entrées et mes sorties. Donc quand j'ai atteint la stabilisation, je veux pouvoir avoir mis tous les agents dans un état d'alarme ou je veux avoir mis tous les agents dans un état où la sortie est OK. Donc c'est ça ce que j'appelle calculer avec un protocole de population. Donc j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à mettre dans un état d'alarme s'il y a au moins 5 agents qui ont de la fièvre. Est-ce que je peux faire mieux? Je ne peux certainement pas compter. Je ne peux certainement pas, comme je ne connais pas la taille de la population, comme je n'ai pas la possibilité d'avoir dans la mémoire un entier aussi grand que je veux, je ne vais pas pouvoir compter. Je ne vais pas pouvoir faire est-ce qu'il y a 10 000 agents qui ont de la fièvre. Ça ne va pas être possible. Mais est-ce que je peux faire une proportion? Est-ce que je peux avoir les 4/5 des agents qui sont normaux? Alors, je vais essayer de vous montrer que oui, je peux le faire. Et par un exemple qui est plus simple, je vais essayer de mettre la population dans un état d'alarme si j'ai une majorité d'agents qui ont initialement de la fièvre. Donc, ce que je veux résoudre, c'est que le nombre d'agents qui sont dans l'état normal, pas de fièvre, est inférieur ou égal au nombre d'agents qui sont dans un état fiévreux. Alors, je vais essayer d'évaluer le nombre d'agents fiévreux et pas fiévreux dans ma population. Donc, si 2 agents sans fièvre se rencontrent, pour l'instant, il y en a autant, tout va bien, il y en a a priori plus de normaux. 2 fiévreux se rencontrent, a priori plus de fiévreux. Et quand un agent qui a de la fièvre rencontre un agent qui n'a pas de fièvre, je vais les éliminer. Je vais dire ceux-là, ils n'ont pas d'informations à donner. Donc je vais passer dans l'état blanc. Donc à partir de ma population, je vais évoluer par les rencontres comme ça. S'il y a un fiévreux et un normal qui se rencontrent, ça s'élimine, donc des états blancs. Et puis s'il y avait initialement plus d'agents dans l'état normal, il va me rester des agents dans l'état normal. S'il y avait plus initialement d'agents en état fiévreux, il va me rester dans l'état plus d'agents verts. Donc là, à partir de la configuration, je vais stabiliser vers une de ces 3
configuration. Donc là, maintenant, j'ai le problème de quelle est ma sortie, parce que je vous ai dit, je stabilise, j'ai une sortie et je veux des propriétés sur ma sortie. Quelle est ma sortie? Si mon agent est bleu, c'est facile. La sortie, c'est il y a plus d'agents dans l'état normal que fiévreux, donc l'état est OK, tout va bien. Dans le cas du bas, eh bien, quand je stabilise et que j'ai un état vert, eh bien, ça veut dire qu'il y a plus d'agents qui étaient dans l'état fiévreux. Donc là, alarme. Donc pas de problème. Le problème, c'est pour les blancs. Les blancs, ils ont donné leur valeur, et puis ils ne savent pas. S'ils ont donné leur valeur et qu'il y avait autant d'agents fiévreux que normal, dans l'état normal, et donc il faut qu'ils fassent alarme, ou s'ils ont donné leur valeur, mais qu'il reste des agents dans l'état bleu. Alors on pourrait se dire, l'agent dans l'état normal, il va regarder ce qui se passe autour, et puis il va prendre la formation de la dernière agent que j'ai croisé, comment il était. Alors là, vous ne voyez pas bien, mais il y a un bleu clair et un vert clair. Donc, l'état blanc, eh bien, il va passer, s'il a croisé un agent bleu, il va passer en bleu clair, et s'il a croisé un agent vert, il va passer en vert clair. Et puis, s'il a croisé personne, il reste en blanc. Donc là, l'idée, c'est qu'un agent bleu clair, il va penser qu'il est dans la configuration du haut, et il va se dire, ma sortie, ça va être OK, tout va bien. Si en vert clair, il va penser qu'il est dans celle du bas, OK, ça ne va pas, alarme. Et puis s'il est resté blanc, il est pensé qu'il va être dans celle du milieu, et puis il va se dire, il y a autant d'agents qui avaient de la fièvre qu'il n'y en avait pas, et du coup, je déclenche l'alarme dans ce cas aussi. Oui, mais l'agent blanc, il a croisé un bleu, donc il est passé en bleu clair. Et après, il a croisé plus jamais de bleu clair. Et le bleu qu'il avait rencontré, lui, il a croisé un vert, donc ils sont passés dans l'état neutre. Donc il faut déclencher l'alarme. Mais l'agent qui était blanc, qui a croisé le bleu, il n'en croise plus après, il ne croise plus de vert, donc lui, il reste dans l'état bleu. Donc lui, il pense que c'est OK. Donc là, ça ne va pas suffire. Là, je ne vais pas être dans le bon état pour pouvoir déclencher avoir une sortie qui va être correcte. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Il va falloir que je particularise. Là, n'importe laquelle que j'ai croisée, j'ai adopté sa couleur. Je vais limiter, je vais vouloir croiser quelqu'un de spécifique. Donc je vais retourner comme Rachid l'a montré, quand on a un leader, tout va bien, et on va essayer de retrouver un leader. Donc retrouver un leader, et on va, avec ce leader, on va adopter la couleur du leader. Donc le leader, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit capturer toute l'information pertinente par ses rencontres, et puis il sera leader d'opinion. Chacun, quand un agent non leader le croisera, il prendra sa couleur. Alors, trouver un leader, c'est facile. C'est facile parce que quand initialement tout le monde est leader, deux leaders se rencontrent, un devient non leader. Et puis quand le système évolue, comme toutes les rencontres vont se faire, on stabilisera et on n'aura plus qu'un seul leader. Alors, entre-temps, bien sûr, on aura beaucoup de configurations dans lesquelles il y aura plein d'agents qui seront leaders. Mais à la stabilisation, il n'y aura qu'un processus qui est leader. Et le leader, il va évaluer la population comme on vient de le voir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va essayer de savoir s'il y a plus d'agents dans l'état bleu ou plus d'agents dans l'état vert. Et un agent qui n'est pas leader, il va adopter, à chaque fois qu'il va croiser le leader, il va adopter son avis. Donc j'ai changé mes états. Mes états, non seulement ils portent la couleur fièvre ou pas fièvre, mais ils portent le fait, est-ce que l'agent est leader ou est-ce que l'agent n'est pas leader. Donc au début, ce que je vous ai indiqué, c'est au début, tout le monde est leader. Et quand les leaders se rencontrent, il y en a un des deux qui devient non leader. Donc là, c'est les petits carrés qui sont autour. Donc quand ils se rencontrent, la première série de 3, un des deux devient leader et l'autre n'est pas leader. Et le leader récupère l'information.
Donc, dans le cas, un leader vert, le leader reste vert. Et l'information qui est verte, elle est conservée chez un non-leader. Quand un leader vert rencontre un leader bleu, eh bien, le leader devient neutre. Il y a a priori autant de bleu que de vert. Et l'agent, il prend l'idée du leader. On avait dit que quand il y avait autant de bleu que de vert, eh bien, on déclenchait l'alarme. Donc, il met vert clair. Et puis, un leader bleu-bleu. Et puis, après, donc, j'adopte la valeur du leader. Donc, un non-leader rencontre un leader. Eh bien, il va adopter la valeur du leader et puis lui donner l'information si le leader ne l'a pas. C'est-à-dire que, dans le cas, un leader bleu rencontre un agent qui est vert. Il va donner l'information qu'il y avait un agent fiévreux et le leader, c'était un agent non fiévreux, et on va dire qu'il y en a autant de vert que de bleu. Donc on récupère l'information du leader et aussi on donne son information au leader. Donc ainsi, on va stabiliser. Quand, au fil des rencontres, on stabilise, il n'y a plus qu'un seul leader et tous les autres agents ont adopté l'avis du leader. Donc on va stabiliser dans 3 types de configurations. Le leader va être bleu, vert ou neutre. Donc quand il est bleu, eh bien, ça veut dire qu'il y a plus d'agents normaux que d'agents qui avaient de la fièvre. On a pu passer certains à l'état neutre parce qu'il y a un agent état normal qui a rencontré un agent vert, et il reste peut-être des bleus. Donc dans ce cas-là, la sortie, ce sera pour chacun des agents, OK, c'est bon, tout va bien. Et puis les 2 autres types de configuration, il reste un leader vert, il peut rester certains verts ailleurs, et tous ceux qui étaient neutres ont pris la couleur du leader qui était verte. Ou dans l'état où le leader est neutre, mais qui correspond pour nous aussi à un état d'alarme. Et là, dans ce cas-là, eh bien, il n'y a plus aucun agent qui est seulement bleu ou seulement vert. On retrouve les configurations que j'avais là, mais simplement dans chacune, il y a un leader en plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti d'une entrée, le nombre d'agents avec de la fièvre, le nombre d'agents sans fièvre, et on est arrivé à la sortie suivante, un certain nombre d'agents qui ont l'état d'alarme et un certain nombre d'agents qui vont sortir OK. Quand on stabilise, on a la relation suivante. Si le nombre d'agents dans l'état normal est plus petit que le nombre d'agents dans l'état fiévreux, alors tous les agents sont dans l'état d'alarme. Sinon, tous les agents sont dans l'état d'OK. Donc en fait, on a calculé un prédicat. On a calculé le prédicat du nombre d'agents dans l'état normal moins le nombre d'agents qui ont de la fièvre est négatif ou nul. Et peut-on faire plus ? Eh bien oui, on peut faire tout un tas de prédicats. On peut faire en fait, si vous avez différentes entrées, là dans mon cas j'avais juste 2 entrées, mais si j'ai plus d'entrées, j'ai un certain nombre d'agents dans certaines de ces entrées. Donc X1, X2, le nombre d'agents dans l'entrée E1, E2. J'ai n'importe quelle constante, qu'elle soit positive ou négative, mais une constante, pas une quantité qui dépend du nombre d'éléments dans la population. Eh bien, je peux dire oui ou non, c'est-à-dire l'état alarme ou pas alarme, si la somme des AIXI qui est plus petite que la quantité Xi, ou inférieure ou égale, mais je peux tester l'égalité. Et je peux faire toutes les combinaisons linéaires de ces prédicats. Ça, en fait, c'est une arithmétique simple. C'est une arithmétique de Presburger. Ça correspond aux opérations d'addition et avec les tests majorité, enfin supérieur, inférieur, tout ce que vous voulez. Et ça correspond aussi à des prédicats semi-linéaires. C'est une arithmétique simple parce que je suis capable de décider si une formule est vraie ou est fausse à partir des axiomes de base. Et donc je peux calculer tout ça avec ces petits agents qui communiquent entre eux avec leur mémoire faible.
La question, est-ce que je peux faire plus? Là, je vous ai montré que je peux faire ça, mais peut-être qu'en fait, je peux faire encore beaucoup plus que ça. Est-ce que j'ai la puissance des machines de Turing, qui est le modèle universel de calcul d'un ordinateur? Non, on ne peut pas. On peut pas, on est limité, ce qu'on ne peut pas faire, c'est la multiplication. On est capable de dire je veux 3 fois la quantité, ça je peux le faire, mais je ne suis pas capable de dire j'ai un certain nombre de pingouins qui ont de la fièvre, j'ai des pingouins qui ont ultra de la fièvre et je fais la multiplication des deux. Ça, c'est impossible. Donc on ne passe pas à l'arithmétique d'un ordre supérieur. Et donc les travaux des concepteurs de ce modèle, qui ont modélisé ça, qui sont Angwin et Harkness et leurs co-auteurs, ils ont fait une caractérisation complète de ce qui est possible de calculer avec ce modèle. Donc on peut calculer tout prédicat semi-linéaire, mais on ne peut calculer que les prédicats semi-linéaires et rien d'autre. Alors, Rachid nous a beaucoup parlé des pannes. Donc ici, qu'est-ce que ça donne, les pannes? Alors, les pannes vont être de quel type? Eh bien, assez naturellement, vous avez un orque qui mange le pingouin et vous avez perdu votre capteur. Et puis, une panne, le pingouin s'est cogné, il a un peu cassé le capteur et le capteur se met dans n'importe quel état de manière assez aléatoire. Alors, le deuxième type de panne, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'une fois que vous avez un agent qui peut changer d'état à volonté, il peut, lors de ces rencontres, donner n'importe quelle valeur à n'importe quel autre agent. Donc, contre un agent byzantin qui change d'état, eh bien, on ne peut rien calculer. Alors, dans l'autre cas, par contre, on peut faire des choses. Donc, si on a ces pannes au maximum, et si on limite un peu les changements d'état à t, eh bien, on peut calculer la même chose que dans le cas de la population sans agent en panne. Alors là, c'est un travail qu'on a fait, que Hugues Fauconnier, Rachid Guerraoui et Eric Rupert et moi-même avons fait. Et en fait, l'idée, c'est qu'on divise la population. On va diviser la population en groupes et on va avoir suffisamment de groupes pour qu'il y ait un certain nombre de groupes qui soient sans panne. Et un agent va jouer le rôle de plusieurs agents. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais prendre un exemple simple, j'ai juste une panne crash, je vais faire 3 groupes, et chaque agent jouera le rôle de 3. Ça veut dire que lors des rencontres, eh bien, elle va choisir avec quel agent il choisit de faire la rencontre. Donc, dans les 3 groupes, eh bien, le calcul se passe. Un agent rencontre toujours les autres agents, donc peut savoir ce qui se passe dans les autres groupes pour récupérer la valeur de sortie. Et à la fin, donc, il obtient la valeur qu'il aurait eue dans chacun des autres groupes et peut trouver la valeur finale. Donc, par ce type de technique, on arrive à tolérer des pannes. Alors, bien sûr, il y a une magnifique formule qui vous décrit le nombre de pannes qu'on peut tolérer. Il faut avoir suffisamment d'agents pour pouvoir tolérer ces pannes. Donc, un modèle très simple avec lequel on calcule des choses, mais pas tellement de choses. Et on peut se dire, eh bien, si on rajoute un petit quelque chose, est-ce que ça va mieux? Dans la réalité, eh bien, souvent on a un peu plus que ça, que ce modèle très faible. On a soit un peu plus de mémoire, soit un peu plus de choses d'équité. Par exemple, on peut supposer qu'on va rencontrer, tous les agents vont rencontrer les autres de manière assez régulière. Donc on peut penser à 3 extensions possibles, simples du modèle. Et dans ces 3 extensions, en fait, eh bien, on va augmenter beaucoup la puissance de mon modèle de population de protocole. Et on va passer, en fait, pour ces 3 extensions, on va obtenir la puissance d'une machine de Turing. Alors, je vais juste regarder, peut-être pas en détail les 3, mais pour vous donner une idée. Je vais, au lieu de dire que toutes les rencontres sont possibles, eh bien, je vais dire que uniquement les rencontres sont dirigées. Je peux rencontrer uniquement 2 voisins. Je peux rencontrer 2 voisins. Mon voisin
avec lequel je suis à sa gauche et le voisin avec lequel je suis à sa droite. Donc là, on va avoir pratiquement directement une machine de Turing. On a vu qu'on pouvait construire un leader, mais là, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Là, je vais avoir besoin de mettre ma tête de lecture. Ma tête de lecture, je vais commencer par la ramener à un bout de ma ligne. Et là, j'aurai ma tête de lecture. La tête de lecture qui va pouvoir faire ma machine de Turing. Et donc, chaque rencontre, je vais pouvoir, en disant ma tête de lecture à un endroit, les autres, ils se rencontrent, ça ne fait rien, ça ne change pas de configuration. Seule la rencontre avec la tête de lecture change quelque chose. Et quand il y a une rencontre avec l'agent qui possède la tête de lecture, eh bien, le programme va vous décrire qu'est-ce qu'il faut faire, aller à gauche ou aller à droite et changer d'état. Donc on a pratiquement immédiatement, quand on limite les interactions en étant une ligne de calcul, une ligne avec une orientation, eh bien, on a pratiquement immédiatement une machine de Turing. La mémoire. La mémoire, on a, j'ai dit, pas d'identifiant. Je vais rajouter un petit quelque chose. Je vais dire que mon capteur, il est en usine, on lui a bien mis une adresse. Il peut stocker des choses, pas beaucoup de choses. Si je permets de stocker beaucoup de choses, je vais retomber sur une machine de Turing directement pour chacun des capteurs. Donc je vais quand même dire qu'il peut stocker un peu. Il peut stocker quelques capteurs. Quelques identifiants. Et ça, c'est un travail qu'Eric Ruppert a fait à nouveau avec Rachid Garaoui. Et donc là, je vais pouvoir simuler une machine de Turing. Ma simulation va être plus compliquée. Mes agents, donc, ils ont leur identité. Ils se promènent et ils rencontrent les autres. Ils vont pouvoir stocker, mettons ici deux identifiants, ils vont pouvoir stocker celui qui a l'identifiant la plus proche supérieure et la plus proche inférieure. Ils rencontrent des gens, donc ils vont avoir dans leur mémoire quelle est la plus proche, quelle est la inférieure, juste supérieure. Donc ils peuvent s'organiser en anneaux. Alors donc ce n'est pas une structure fixe, hein, chacun continue à rencontrer tout le monde. Et je vais pouvoir savoir quel est le plus petit et savoir quel est le plus grand. Donc là, vous voyez apparaître ma machine de Turing avec son extrémité. Alors bien sûr, ils peuvent se tromper. C'est-à-dire qu'ils pensaient que le plus petit, eh bien, c'était Rachid, et en fait le plus petit, c'est Anne-Marie. Et donc du coup, eh bien, il faut qu'ils changent. Donc ils ont la possibilité d'arrêter leur calcul et de repartir pour un nouvel calcul en disant ben, je m'étais trompé dans mon organisation et ma bande, eh ben, elle est constituée comme ça. Et donc là, on arrive à simuler une machine de Turing. Et là, comme on a des identifiants, eh bien, on peut tolérer cette fois-ci des pannes byzantines. Parce qu'on va pouvoir, par son identifiant, repérer un agent byzantin. Alors, un agent byzantin, il a tous les droits de changer d'état, mais il n'a pas le droit de changer d'identité. Il n'a pas la possibilité de mentir sur son identité. C'est une hypothèse qu'on a fait tout au long de ce cours, de cette série de cours, qu'un byzantin ne pouvait pas mentir sur son identité. Alors, sur les rencontres. J'ai fait une hypothèse très très faible d'équité sur les rencontres. J'ai dit que donc simplifiant, si une rencontre était possible infiniment souvent, un jour elle se produirait. Mais j'ai donné aucune limite en temps. C'est-à-dire que si je sais que pour réaliser le calcul, il faut qu'un agent dans l'état A rencontre un état B, je ne peux absolument pas vous donner de temps au bout duquel ma configuration sera stabilisée. Je ne sais pas. Ça se produira, mais je ne sais pas quand. Donc là, je vais essayer de donner un peu plus quelque chose de plus fort du point de vue des rencontres. Je vais supposer que toutes les rencontres sont équiprobables. C'est-à-dire que j'ai autant de chances, en tant qu'agent, j'ai autant de chances de rencontrer n'importe lequel d'entre vous. Mais si je vais faire ça, j'introduis des probabilités et donc je ne vais plus pouvoir faire stabiliser vers un état, mais je vais stabiliser vers un état avec une certaine probabilité d'obtenir cet état. Donc je vais avoir une probabilité aussi proche que je veux de 1 d'obtenir l'état. Donc ça c'est important
Parce que si ça veut dire que si toutes les rencontres sont équiprobables, eh bien, si je compte les rencontres, et si n était le nombre d'agents qu'il y avait, eh bien, au bout de n rencontres, j'ai une bonne probabilité d'avoir rencontré tout le monde. Et puis, si je fais 2n rencontres, eh bien, j'augmente la probabilité d'avoir rencontré tout le monde. Alors ça, c'est parfait. Donc je me dis, ça va être simple, pour voir que j'ai rencontré tout le monde, je vais compter, et quand j'arrive à n, ça y est, j'ai rencontré tout le monde. Petit problème, on ne connaît pas n. Deuxième problème, même si je connaissais n, l'agent n'a pas la capacité de conserver dans sa mémoire n. Donc il va falloir trouver autre chose pour évaluer qu'on a rencontré tout le monde. Alors si on fait ça, si j'augmente mon modèle avec ces rencontres équiprobables, j'ai à nouveau une machine de Turing et je vais montrer un modèle équivalent, c'est une machine à compteur. Une machine à compteur, c'est juste une machine qui a des compteurs, qu'elle peut incrémenter, qu'elle peut décrémenter, et on peut aussi tester si le compteur vaut 0. Donc ça, on va s'apercevoir que c'est assez facile à faire. Donc je vais avoir un état. Tout à l'heure, j'avais des états, j'avais au début l'état vert et l'état bleu, et j'ai superposé à l'état le carré qui indiquait leader ou pas leader. Donc là, je peux rajouter de l'information sur mon état, et donc mon état, je peux considérer qu'en fait, c'est une suite de choses. Donc dans mon état, je vais avoir quelque chose qui va m'aider pour faire mon algorithme, qui va être candidat, non candidat, leader, et puis les valeurs des compteurs, et puis quelque chose qui va être un minuteur. Donc je suppose que je sais faire un unique leader. On le verra après, mais je sais faire un unique leader. Incrémenter un compteur, c'est facile. On trouve l'agent qui n'a pas encore incrémenté le compteur, donc dont la valeur est 0, et on la met à 1. Décrémenter un compteur, c'est aussi facile. On trouve l'agent qui a la position du compteur à 1 et on la passe à 0. Donc ça, c'est facile. Ce qui est plus taquin, c'est tester le compteur est à 0. C'est-à-dire que toutes les valeurs sont nulles partout. Parce que ça, on a le problème, on a rencontré des gens, c'est à 0, mais peut-être que dans un coin, il y en a un qui a 1. Et là, on va utiliser notre hypothèse que toutes les rencontres sont équiprobables. Donc le leader, ce qu'il va faire, c'est qu'il va marquer un autre agent. On va l'appeler le minuteur. Et donc, il va prendre cet autre agent, il a autant de chances de les rencontrer que les autres. Donc, ça veut dire qu'entre deux rencontres de ce minuteur, il a une bonne probabilité d'avoir croisé tous les agents. Et donc, le leader regarde quand il rencontre le minuteur, il regarde les interactions, il regarde ce qui se passe jusqu'au prochain croisement, jusqu'à la prochaine fois où il croise le minuteur, et il va en déduire des choses. Donc, si entre deux rencontres avec le minuteur, il a rencontré un agent qui avait 1 pour le compteur n'est pas à 0. Donc ça y est, on va pouvoir dire non, le compteur n'est pas à 0. Par contre, s'il a rencontré qu'à fois le minuteur, et s'il avait rencontré 2 fois le minuteur, et entre-temps il n'a croisé que des agents que le compteur était à 0, il y a une bonne probabilité que le compteur soit à 0. Et je peux augmenter cette probabilité en augmentant le nombre de fois où je rencontre le minuteur. Donc je peux m'approcher aussi près de 1 que je veux pour rencontrer le minuteur. Pour élire le leader, on va pareil utiliser, on a vu comment élire un leader en rencontre, on avait 2 candidats leaders, ils se rencontrent, il n'y en a plus qu'un qui est encore candidat et l'autre qui n'est plus candidat. Et pour assurer qu'il n'y a plus qu'un seul leader, on va utiliser à nouveau cette histoire de minuteur et avec des rencontres avec le minuteur. Donc, en augmentant le modèle, on arrive à la puissance d'une machine de Turing. Il y a d'autres augmentations du modèle qu'on peut faire qui se rapprochent plus de la réalité qu'on observe. Il y a Geoffroy Bocquet, Jana Burman et leur équipe à Orsay qui ont beaucoup travaillé là-dessus. On peut rajouter une station de base qui va récupérer l'information qui est dans les capteurs.
On va aussi travailler sur la périodicité des rencontres. Là, on a, de manière classique, on a des vitesses des processus. Là, on va supposer aussi que les agents ont une certaine vitesse et certains agents rencontrent plus d'agents, peuvent rencontrer plus d'agents que d'autres. On peut aussi étudier, en fait, les agents ont de la mémoire et qu'est-ce qu'on peut faire quand on leur rajoute de la mémoire. Si vous rajoutez log de n mémoire, vos agents, maintenant, ils vont pouvoir compter la taille de la population. De manière très simple, ils commencent tous à 1. 2 1 se rencontrent, il y en a un qui reste à 1, l'autre qui passe à 2. 2 se rencontrent, un qui passe à 2, l'autre qui passe à 3, et ainsi de suite. Vous pouvez réfléchir et voir que tout ça se stabilise vers chaque agent qui a une valeur entière, et dont le plus grand a la taille de la population. On a vu aussi qu'il y avait des liens avec l'autostabilisation. Les liens avec l'autostabilisation sont dans la manière dont on calcule. On va converger, on va stabiliser vers une certaine configuration dans laquelle la sortie ne changera plus. La différence jusqu'à présent avec l'autostabilisation, c'est qu'on partait d'un état initial qui était déterminé par les entrées. Mais on peut aussi dire qu'il n'y a pas d'état initial déterminé par les entrées et que quand même la population, elle doit calculer quelque chose. Donc on peut prendre un état initial arbitraire. Donc pour conclure cet exposé, on a vu exactement ce que ce système très, très simple, très basique permet de faire. On a vu qu'il permet de faire des choses, il permet quand même de calculer des prédicats qui sont semi-linéaires. On a vu que des propriétés supplémentaires qui correspondent plus à ce qui peut se passer dans la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue chronologique, vous aviez des systèmes, des réseaux de capteurs qui étaient déployés et on ne savait pas très bien quelle puissance ils avaient. Donc là, ce travail, ça a été de faire aussi un peu comme l'algorithme distribué et le fait qu'on puisse, par le numéro de consensus, caractériser la puissance dont on avait besoin, les briques de base dont on avait besoin, et distinguer un problème simple d'un problème qui n'était pas simple. Là, il y a eu un travail des théoriciens pour arriver à savoir ce qu'on pouvait calculer et quelle extension il fallait, quelle propriété il fallait à ces capteurs pour pouvoir calculer plus de choses. Donc là, on a vu qu'avec des propriétés supplémentaires, on peut augmenter la puissance de calcul et quel type de propriété il faut rajouter pour pouvoir augmenter cette puissance de calcul. Ça, par exemple, si on veut essayer de vous vendre des capteurs avec une mémoire finie, qui n'ont pas d'identité, en ne vous donnant aucune station de base et rien du tout, et en disant oui, ils vont calculer, rassurez-vous, ils vont calculer le nombre de pingouins qui sont dans l'état truc, vous n'achetez pas. Vous n'achetez pas. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à des questions si vous en avez.